Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui on reçoit Elsa Rakoto qui est une peintre incroyable que je suis trop contente de recevoir aujourd'hui sur le podcast. Le podcast est découpé en 3 parties. On a commencé par parler de sa peinture et de ses techniques. On a ensuite parlé de ses luttes, des représentations qu'elle peint dans ses peintures et des combats qu'elle mène au travers de différents collectifs depuis des années. Et enfin, on a fini avec le côté plus entrepreneurial de son métier et comment elle gagne sa vie en tant que peintre, de marché de créateurs, de vente de tirages, de print, etc. Merci beaucoup à Elsa pour son passage par ici. C'était vraiment un plaisir de la recevoir et j'ai appris plein de choses grâce à elle, donc merci à elle. Je vous laisse avec cet épisode et belle écoute à vous. Bonjour Elsa. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui sur le podcast. Et on peut commencer par te présenter. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors moi je m'appelle Elsa Rakoto. Je suis artiste, peintre, illustratrice. Plus généralement, je suis dans les arts visuels parce qu'avant j'étais photographe aussi. Et donc j'ai 37 ans. Je suis maman de petites filles. Et voilà, j'évolue à Lyon. Je suis également militante afroféministe et panafricaniste au sein du collectif afroféministe Soche. Et voilà, donc je travaille. Mon travail s'articule autour des diasporas afro et avec un regard plutôt féminin. Voilà, donc ma peinture est une peinture entre la peinture d'archives, la peinture historique. Je fais beaucoup de portraits. Voilà, le portrait m'intéresse beaucoup. Ouais. Tu as dit que tu as été photographe avant d'être peintre. Oui. Quel a été ton parcours ? Est-ce que tu as fait des études ou est-ce que tu t'es lancé en photo et ensuite en peinture ? Comment tu t'es ouvert à ces deux arts-là ? Alors, donc c'est une longue histoire. Je suis plutôt autodidacte. Donc moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion et je viens vraiment pas d'un milieu artistique ou quoi. Je viens d'une famille immigrée malgache et mes parents sont pas du tout dans le milieu artistique ni dans les milieux lettrés, on va dire. Mais j'ai eu la chance à l'île de la Réunion d'avoir fait ma scolarité dans un lycée qui avait des sections artistiques, donc musique, art plastique, histoire de l'art, audiovisuel. Et donc j'ai passé un baccalauréat littéraire spécialisé en histoire de l'art et art plastique. Donc ces années de lycée m'ont vraiment ouvert tout un champ de connaissances qui m'a beaucoup fascinée. Et c'est à partir de là que le monde de l'art et des mouvements intellectuels, des diasporas afro, parce que à l'île de la Réunion, il y a aussi toute une histoire de l'esclavage pratiqué par la France, toute une histoire coloniale aussi dans l'ensemble de l'océan Indien, qui m'a beaucoup éveillée à ces questions. Et qui ont, je pense, qui m'ont beaucoup influencée. Et donc, c'est grâce à cette scolarité-là en histoire de l'art et art plastique que j'ai pu voilà, tomber amoureuse des arts en général et poursuivre ce parcours-là. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, je me suis envolée pour la France, donc pour Lyon. Et là, j'ai fréquenté l'université Lyon 2 en histoire de l'art lettres modernes parce que je savais pas quoi faire en fait. Moi, mon rêve c'était de faire une école d'art, mais j'avais pas du tout les moyens de le faire. Et donc, je me suis orientée voilà, à l'université. Je n'ai pas fréquenté longtemps parce qu'après, très rapidement, je me suis mise à travailler. J'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche et donc j'ai arrêté très rapidement mes études. Et après, je suis revenue dans le champ artistique
mais cette fois-ci via la musique. J'étais à l'époque très présente dans le milieu du hip-hop à Lyon, plus particulièrement dans le milieu du rap. Et donc, j'ai été très active dans le milieu associatif, musical. Et c'est via cette passion pour le rap que je pratiquais en tant qu'artiste, mais également en tant que médiatrice, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a énormément d'artistes rap, mais très peu de personnes pour travailler autour de ces artistes, pour faire de l'image, de la communication, etc. Et moi, comme je suis un peu un couteau suisse, je suis très à l'aise avec Internet, avec les outils audiovisuels. Donc j'avais beaucoup de plaisir aussi à travailler sur l'univers d'autres artistes, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en photographie. À force de rencontres, de curiosité aussi, on rencontre des gens qui te prêtent des appareils et puis après on commence à faire des premiers shootings, etc. etc. C'était plutôt du portrait artistique voilà, de musiciens, exactement. Enfin de rappeurs. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, en fait, mon centre d'intérêt aussi était focalisé déjà à cette époque sur les femmes dans le milieu de l'art. Et j'ai eu à ce moment-là envie de reprendre mes études, donc je me suis réinscrite à la fac à l'université Lyon 2, cette fois-ci en anthropologie, avec un prétexte pour faire une étude de terrain sur le milieu du hip-hop à Lyon et la place et la condition des femmes dans le milieu du hip-hop à Lyon. Okay. Donc c'est un peu comme ça, c'est via ce biais-là de cette enquête de terrain que j'ai intégré des associations de musique et que voilà, j'ai rencontré plein d'artistes et très rapidement, ensuite, j'ai commencé à travailler, en fait, et j'ai lâché le côté un peu universitaire pour me mettre dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait la rencontre. Ça a été un peu vraiment une rencontre entre la musique et les arts visuels. J'ai toujours été fascinée par les arts visuels en général et je pense que c'est un peu comme ça que je me suis fait mon œil. Et donc aujourd'hui ma peinture elle est très très inspirée en fait de la photographie finalement parce que dans ma peinture j'utilise beaucoup de photographies de référence, d'archives. J'aime bien utiliser des archives coloniales, des archives historiques. Et j'utilise également mes propres photos parce que en 6-7 ans de présence dans les milieux associatifs et militants afroféministes et panafricanistes, j'ai accumulé beaucoup d'archives aussi photographiques. Donc la photographie a été aussi un outil militant pour moi. Voilà, j'ai organisé beaucoup d'événements et à chaque fois je prenais des photos aussi. Donc ça a été un peu un moyen aussi de faire avancer des idées, de visibiliser certaines luttes qui restent quand même à la marge. Donc voilà. Et quand est-ce que tu as fait ce switch vers la peinture du coup ? Alors, c'était au moment du Covid, pendant le confinement. Parce que vraiment, je n'avais pas touché à un seul pinceau, ni même à un crayon pendant des années, depuis mon bac en fait. Depuis mon baccalauréat, mais je savais que j'ai toujours aimé la peinture. C'est-à-dire que quand tu étudies l'histoire de l'art, tu restes quand même fasciné par ces artistes que je voyais un peu, enfin je les romantisais, je les voyais comme des artistes géniaux. Quand tu découvres la modernité ou même les peintres de la Renaissance, etc., ça m'a toujours fascinée. Mais si j'avais choisi l'histoire de l'art, c'était parce que inconsciemment, je me disais que c'était pas pour moi, que je faisais pas partie de ce milieu-là, que voilà, moi je pouvais travailler autour de ça, mais ne pas être moi-même artiste. C'était comme. Pourquoi tu penses que Ben je sais pas. Déjà peut-être que le fait que je sois une femme issue de l'immigration post-coloniale. C'est pas un domaine dans lequel on m'attend en fait et
et voilà, j'ai jamais aussi rencontré des femmes. J'avais jamais rencontré de femmes artistes qui me ressemblaient dans le milieu de la peinture. Au lycée, mes profs d'art plastique étaient des femmes blanches. Enfin voilà, j'avais pas de rôle modèle comme ça et j'arrivais pas à me projeter en fait là-dedans. Même si j'ai fait de la photo, mais pour moi la peinture c'était un cran au-dessus. En fait, j'idéalisais beaucoup la peinture. Et puis au moment du confinement, en fait, il y a eu la mort de George Floyd, qui a entraîné beaucoup de mobilisations et des manifestations antiracistes à travers le monde, et notamment en France, avec le comité Adama, qui avait organisé, je crois que c'était le 2 juin 2020, une énorme manifestation qui a rassemblé plus de 40 000 personnes à Paris. Et la semaine qui a précédé cette manifestation, voilà, j'ai eu envie de faire le portrait de la militante Assa Traoré, dont le petit frère Adama a été victime de violences policières et qui se bat toujours aujourd'hui pour obtenir justice et réparation contre le système qui rend ces crimes impunis. Et donc voilà, en fait j'étais dans un état émotionnel terrible, je pense comme un peu tout le monde durant cette période du confinement, parce que j'ai vécu des bouleversements personnels aussi, bouleversements militants, et je me sentais un petit peu impuissante de ne pas pouvoir aller à Paris, participer à ce grand mouvement, et donc voilà, j'ai pris mes pinceaux et j'ai peint ce tableau-là du portrait d'Assa Traoré. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire ce tableau, et puis après je me suis plus arrêtée en fait. Mais attends, c'était du coup ton premier depuis super longtemps, ce tableau? Et ben, parce qu'il est incroyable, je l'ai vu sur Insta. Ouais, c'était mon premier vrai tableau fini. Okay. Oui, j'avais essayé de faire des tentatives de temps en temps. J'avais acheté du matériel vraiment... C'est pas vraiment du grand matériel, le matériel acheté à Lidl, voilà, parce que j'ai 2 filles, donc on a beaucoup de matériel créatif à la maison. Mais pour les enfants, pour passer le temps, etc. Mais j'avais jamais fini un tableau, quoi. Voilà. Et là, en fait, le fait d'avoir ce temps aussi à disposition, d'être en huis clos, je pense que ça a vraiment favorisé cette prise de conscience-là. Et à ce moment-là, en fait, après le confinement, je me suis dit que j'allais faire une réorientation professionnelle, parce qu'à ce moment-là, j'étais plutôt dans la création de sites internet, la création de contenu web et de sites internet. Ça fait trop de trucs, c'est trop bien. Et en fait, voilà, c'était une période trop oppressante pour rester derrière un ordinateur. C'est vraiment... l'état du monde faisait que j'avais juste envie de déconnecter totalement d'Internet. Et mon métier faisait que je ne pouvais pas le faire. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu avais aussi besoin d'être un peu loin des écrans. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je change de métier. Voilà. Et t'en as déjà un peu parlé, mais je voulais te demander au niveau de ton processus créatif, toi, tu pars beaucoup, du coup, comme tu as dit, soit de photos que tu as prises, d'archives qui t'ont marqué, de moments importants ou de personnalités que tu veux représenter, c'est ça? Et ensuite, tu les mets en peinture. Comment ça devient toute cette inspiration et comment tu pars d'une idée à « ok, je vais la peindre » Alors, en fait, je travaille vraiment par série de peinture et selon les obsessions que j'ai du moment, en fait. Je suis vraiment... des fois, ça part de mes lectures aussi, qui m'inspirent, qui me donnent envie d'explorer une idée. La première exposition que j'avais organisée, elle s'intitulait Constellation Noire. Et l'idée, c'était de mettre en place une galerie de portraits
de personnalités militantes qui sont soit des amis, soit des personnalités du monde littéraire, du milieu culturel, dans la musique, qui m'ont inspirée à un moment donné, qui ont joué dans mon parcours en fait, qui m'ont nourrie, qui ont porté des idées que je partage, qui sont importantes pour moi. Et l'idée de constellation, c'est de mettre en valeur le fait que dans les diasporas afro, que ce soit les diasporas historiques issues de l'histoire esclavagiste et coloniale, ou les diasporas issues de l'immigration, on est tous à peu près reliés et qu'il y a un lien intellectuel, culturel qui est très présent et qui circule et qui nous permet d'être plus fort et de ne pas se sentir isolé quand on est en situation de minorité sur le territoire français. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en valeur ça avec cette galerie de portraits et voilà, valoriser aussi la mise en réseau en fait. C'est le fait de mettre en valeur ce lien-là qui existe. Je travaille beaucoup sur la question du lien, de la circulation des idées qui est vraiment une particularité des diasporas afro. Voilà, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup mon travail. Ouais, ça peut être du coup un vrai moyen de lutte et aussi de montrer que se rassembler, ça donne beaucoup de force. Voilà. Voilà, exactement. Enfin, c'est des idées aussi qui sont portées par le mouvement du panafricanisme. C'est-à-dire que avec avec le fait qu'on est tous issus d'un continuum qui est colonial, un continuum aussi qui fait qu'on subit aussi beaucoup de négrophobie. La négrophobie qui est un système vraiment global, qui est à la racine du capitalisme, cette exploitation de nos corps. Et ce continuum colonial et esclavagiste, on le subit encore avec le racisme, et que pour combattre ce système-là global, en fait, la solution, c'est de s'unir en tant que diaspora et aussi de se tourner vers nos héritages communs. Et nos héritages communs qui viennent du continent africain, des cultures africaines en général. Moi, je viens de la diaspora malgache, donc ma famille est d'origine malgache, mais j'ai jamais vécu à Madagascar. En revanche, j'ai vécu à l'île de la Réunion, où j'ai beaucoup appris sur l'histoire de Madagascar, et j'ai été très marquée par cette histoire esclavagiste, par la façon dont le colonialisme français a impacté la région de l'océan Indien, où la question du passeport français est très présente. Quand tu es issu de la diaspora malgache et que tu habites sur une île départementalisée, comme la Réunion, il y a toujours cette altérité qui te marque en fait quand tu grandis en tant que jeune adolescente, parce que voilà, les communautés malgaches, mahoraises, anjouanaises, comoriennes à la Réunion sont très stigmatisées. Parce que en fait il y a cette question-là de la nationalité française qui entre en jeu. Ah oui, ça met les gens sur deux plans différents, quoi. Voilà, c'est la colonialité qui est toujours présente en fait dans ces territoires-là, qui fait que même si on est on vient de cultures extrêmement proches, on parle des langues extrêmement proches. La plupart des Comoriens, par exemple, connaissent beaucoup de mots en malgache et vice-versa. Beaucoup de la population réunionnaise, pour une bonne partie, est issue de Madagascar, parce que les esclaves à La Réunion venaient beaucoup de Madagascar. Donc on a des racines qui sont totalement proches, mais la situation coloniale
qu'a instauré la France dans cette partie du monde fait que c'est le passeport qui nous différencie et qui fait que les communautés étrangères à La Réunion, donc étrangères malgaches, comoriennes, etc., sont stigmatisées. Et du coup, ça divise complètement la population. Exactement. Et en fait, c'est complètement absurde. En fait, on est dans une situation absurde qui pourrait être résolue si on avait cette idée d'unité en tête, si on était beaucoup plus axé sur comment se fédérer et comment se tourner aussi vers nos héritages africains qui nous unissent. Mmh. Oui, c'est quelque chose du coup qui te suit encore aujourd'hui vouloir cette union-là. Ça doit être hyper décourageant de voir justement les gens ne pas s'unir alors qu'ils ont un intérêt commun au final. Voilà, exactement. Et puis c'est quand même une souffrance quoi de grandir comme ça. Par exemple, à La Réunion, les femmes malgaches sont très stigmatisées. Il y a vraiment un terme même pour désigner les femmes malgaches. On les appelle les malgachiennes, pour dire à quel point la misogynie est très présente aussi dans ce rapport colonial. Quand tu es une adolescente malgache et que tu es perçue comme telle, parce qu'on te reconnaît à ton faciès, n'importe qui peut t'agresser dans la rue, te toucher les fesses à l'arrêt du métro, etc. Et personne ne va rien dire parce que tu es malgache. Parce que il y a une racialisation du genre qui s'opère, mais avec un prisme colonial qui fait que les malgaches sont vus comme des prostituées à La Réunion, parce que c'est la stigmatisation de cette communauté-là qui impacte en fait la façon dont on va être perçu dans l'espace public, la façon dont on va être perçu de façon générale en tant que femme malgache. Et ça m'a énormément marqué dans mon parcours. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert un autre type de racisme. Ok. Là, le racisme de la catégorie des personnes dites noires, qui est différente encore. Ouais. Et justement, tu te décris comme afroféministe panafricaniste. Oui. Est-ce que tu pourrais nous définir exactement ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas trop au courant ? Alors, l'afroféminisme, c'est un mouvement de libération des femmes noires. Donc, ça s'inscrit dans les féminismes noirs au pluriel. Donc, les féminismes noirs, de façon globale, il y a différents types de féminismes noirs à travers le monde qui sont liés aussi avec la déportation des Africains à travers le monde et l'esclavage. Donc, il y a les féminismes noirs des diasporas afro déportées avec l'histoire de l'esclavage, donc le black feminism aux États-Unis, les féminismes en Amérique latine, les féminismes caribéens, donc anglophones, francophones, etc., qui sont... alors, il y a certains féminismes noirs qui sont en contexte minoritaire, c'est-à-dire quand, par rapport, par exemple, au black feminism aux États-Unis, les femmes noires, elles sont en contexte minoritaire dans une société majoritairement blanche, alors que dans la Caraïbe, par exemple, c'est un féminisme noir qui n'est pas en contexte minoritaire, puisque la population est à majorité noire. Et l'afroféminisme, donc, en Europe, fait partie des féminismes noirs, mais avec une histoire différente du black feminism aux États-Unis, parce que les diasporas afro en Europe sont à la fois sont issues aussi des diasporas d'immigration postcoloniale. Donc, c'est des immigrations un peu plus récentes, venues des pays d'Afrique subsaharienne qui, arrivés en contexte occidental, se retrouvent en minorité, en double minorité, et donc les femmes noires subissent à la fois la négrophobie et le sexisme.
ce qu'on appelle de façon interconnectée la misogynie noire. Donc c'est une discrimination spécifique aux femmes noires en contexte occidental. Et donc c'est à partir de cette condition qui est très particulière que les femmes noires se sont constituées en mouvement depuis qu'elles sont présentes en fait sur le territoire français et plus globalement en Europe. Il y a eu beaucoup de mouvements féministes en Europe. L'un des plus connus, c'est la coordination des femmes noires dans les années 70 en France, portée par notamment Awa Thiam, qui est l'autrice du livre La parole aux négresses, et qui est un manifeste pour vraiment dénoncer à la fois le patriarcat qui est présent dans nos propres communautés et à la fois le racisme patriarcal qui est présent dans la société française et dans les rapports aussi colonialistes, impérialistes que la France met en place dans les relations qu'il y a avec les diasporas afro sur son territoire. Et le panafricanisme, du coup? Alors le panafricanisme, voilà, c'est vraiment par rapport à la libération noire en général. C'est-à-dire que la libération noire, à partir déjà de la période esclavagiste, où les Noirs ont dû se libérer voilà, de ce système capitaliste de déportation des corps noirs pour aller créer de la richesse pour aller créer de la richesse en Occident. Donc ce système-là, voilà, c'est vraiment à la racine des mouvements de libération noire. Et puis ensuite, il y a aussi les mouvements anti-colonialistes pour les indépendances des pays en Afrique, avec cette idée d'unité africaine. Donc une unité africaine portée notamment par Kwame Nkrumah, qui a été le premier président du Ghana, lors des indépendances. Et en fait, cette unité africaine, elle est aujourd'hui portée voilà, à la fois par les diasporas afro à travers le monde et à la fois par des mouvements sur le continent africain qui se tournent vers cette idée de fédération des pouvoirs politiques, économiques, culturels, pour se libérer d'une emprise capitaliste, impérialiste, néocolonialiste, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et l'afroféminisme, ce qui est important aussi, c'est de montrer du coup que quand on est une femme noire, on ne subit pas le même type de sexisme que quand on est une femme blanche. Et c'est quelque chose qui est important du coup à mettre en avant aussi voilà, dans la lutte. Oui, voilà, c'est très particulier. En fait, déjà, c'est issu d'une histoire qui est plutôt complexe avec l'esclavage. Donc, les femmes noires subissent énormément de stéréotypes et de discriminations qui sont très particulières à leurs conditions, en fait. Par rapport à certains stéréotypes comme la angry black woman, c'est-à-dire la femme noire en colère, les stéréotypes de la femme potomitan. C'est un stéréotype qui est très présent aux Antilles, où la femme noire est vue comme celle qui va être le pilier en fait sur qui tout va reposer, sur qui la cellule familiale entière va reposer, sur qui on peut vraiment s'appuyer en cas de coup dur et qui va tout subir, qui va tout encaisser. La femme, il y a aussi d'autres stéréotypes qui sont animalisants, comme la femme panthère, etc. Il y a beaucoup de stéréotypes en fait avec lesquels on doit dealer au quotidien et qui nous impactent en fait dans nos relations avec la société en général, dans nos relations aussi intimes. Donc c'est des choses avec lesquelles
on essaie de s'émanciper et de passer au-delà de ces stéréotypes. Donc l'afroféminisme, en fait, pointe la misogynie noire du doigt, cette intersection entre le racisme et le sexisme. Avec cette particularité de mettre en avant aussi un outil qui est l'intersectionnalité, donc qui est la façon dont on va analyser sociologiquement parlant notre condition de femme noire dans la société sous le prisme de la race, du genre et de la classe. Non pas de façon isolée, mais en analysant comment toutes ces oppressions se renforcent entre elles, comment elles opèrent et comment on peut du coup s'en libérer en ayant un point de vue beaucoup plus complexe sur cette question-là. On ne peut pas en fait en tant que femme noire se réduire à je suis une femme ou alors je suis une personne noire, etc. Tout est lié en fait. Complètement. Dans cet aspect de libération, il y a aussi la question de l'archive, comme tu disais tout à l'heure. Et dans les discriminations, on sait que du coup les archives sont très... on lit l'histoire d'une certaine façon et on lit l'histoire avec l'histoire des hommes beaucoup et l'histoire des blancs. Moi, je trouve, par exemple, dans le féminisme, on le sait, il y a très peu de femmes scientifiques qui sont mises en avant quand on étudie la science. Il y a très peu, pareil, d'artistes femmes qui sont mises en avant à l'école ou d'artistes noirs ou d'artistes racisés en général. Est-ce que toi, tu as des personnes est-ce que tu as des artistes dont tu voudrais nous parler? Est-ce que tu as aussi comment dire, des supports de lecture ou de... Alors, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de publications ces dernières années qui sont parues, qui essayent de vulgariser un petit peu les grandes figures de femmes noires qui ont à la fois ont eu un rôle historique en fait dans les diasporas afro en général, ou des femmes noires publiques avec des artistes, etc. Donc il y a notamment l'association d'Iveka qui fait un gros travail là-dessus, qui est spécialisée dans la littérature jeunesse, parce que c'est effectivement auprès de la jeunesse aussi qu'il faut intervenir pour donner un peu plus de rôle modèle. Il y a une grande importance d'avoir quand même des rôles modèles pour les jeunes filles noires dans nos sociétés. Donc l'association d'Iveka a publié un livre qui s'appelle Les Puissantes, où il y a le portrait plus d'une vingtaine de femmes noires qui ont joué un grand rôle, donc des artistes, des femmes politiques, des essayistes, en tout cas des personnes qui ont joué un rôle notamment dans la représentation des femmes de façon positive, des femmes noires de façon positive dans la société, et qui ont fait avancer des idées antiracistes et qui sont importantes. Il y a plusieurs publications comme ça qui existent aujourd'hui. Et moi, en tant qu'artiste, effectivement, j'ai eu besoin aussi de faire mes propres... de me construire mon propre panthéon, parce que j'ai quand même fréquenté un petit peu les facs d'histoire de l'art, et en fait, c'est pas du tout... je me sentais totalement étrangère, ça me parlait pas du tout. J'ai rapidement été lassée de ne pas m'y retrouver, donc... à un moment donné, il faut savoir faire aussi ses propres recherches et trouver ses propres rôles modèles. Donc, en tant que peintre, en tout cas, il y a certaines artistes dans lesquelles je me suis reconnue. Donc, il y a notamment... qui m'ont beaucoup marquée, en tout cas, qui m'ont énormément touchée. Il y a notamment, de façon contemporaine, une artiste qui s'appelle Mati Biayenda, qui expose en ce moment à la Villette, qui est plasticienne,
Et j'aime beaucoup son travail de peinture, qui mêle peinture, textile, sur la féminité, la mode, le glamour, l'onirisme, sa façon de mettre en scène également, qui est très intéressante. Et ses illustrations m'ont beaucoup touchée. Je trouve qu'il y a une sororité qui est très présente dans ces illustrations, qui sont magnifiques aussi. Il y a des artistes aussi... la mode m'a beaucoup influencée. J'aime beaucoup la mode, en fait, de façon générale. Je pense que c'est ce qui a aussi influencé mon goût pour la photographie. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup... lire des magazines de mode, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi injecter dans ma peinture. Et notamment la créatrice de mode Loza Maléombo, qui est une créatrice ivoirienne et qui a été aussi l'initiatrice d'une série de photographies, donc des autoportraits, qu'elle a fait et qui m'ont beaucoup marqué, des autoportraits où elle se photographie avec des couronnes de différents éléments très éclectiques, avec une certaine... voilà, c'est vraiment très original et très... graphiquement, c'est très impactant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué, sa série de photographies. Et il y a également une artiste qui s'appelle Kara Walker, qui est une artiste afro-américaine, une plasticienne, qui a fait un travail de silhouettes noires en papier, avec une découpe inspirée des caricatures de personnes noires, qui sont extrêmement choquantes, très dures, très cruelles, avec des mises en scène extrêmement cruelles, qui racontent des petites histoires qui témoignent de la violence que l'esclavage a été. Voilà, c'est une œuvre extrêmement violente, extrêmement dure à regarder, mais qui m'a énormément touchée. Énormément touchée. Okay. Merci beaucoup. Pour revenir tu parlais juste avant de convergence des luttes. Oui. C'est quelque chose aussi dont tu parles beaucoup avec ton collectif Soche. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter le collectif Soche, s'il te plaît ? Alors, le collectif Soche, c'est un collectif afroféministe, donc, qui existe depuis 2017, et je fais partie des membres fondatrices du collectif. Il faut savoir qu'il y a plusieurs collectifs afroféministes en France aujourd'hui, notamment le collectif Moissy à Paris. Il y a également le collectif Case Rebelle, qui est un collectif panafro-révolutionnaire qui fait également un énorme travail. Et donc nous, Soche, dont le nom est inspiré de la Vénus Hottentote, la Vénus noire, qui est pour nous le collectif porte son nom en son hommage parce que c'est une femme qui a vraiment subi la déshumanisation jusqu'à même après la mort, et dont l'histoire est vraiment représentative aussi de la façon dont la négrophobie et la colonialité impactent nos corps de femmes noires. Et donc on est un collectif, voilà, qui sommes implantés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on se positionne comme un collectif afroféministe, panafricaniste, anticapitaliste, anti-impérialiste, et on travaille beaucoup sur l'aspect culturel. Donc on organise des festivals, beaucoup d'éducation populaire avec des book clubs, des rencontres, des groupes de parole, voilà. Donc on a pas mal d'activités, et donc on rassemble des femmes noires qui subissent la négrophobie. Donc c'est un collectif qui est organisé pour et par des femmes noires et afrodescendantes. Et on utilise, voilà, la non-mixité comme un outil d'émancipation, et d'autres outils comme l'intersectionnalité, qui est un outil d'analyse
qui nous permet d'aller plus loin dans la complexité de nos conditions. On s'inscrit vraiment dans les mouvements panafricanistes de libération noire. On est vraiment un collectif ancré dans ces mouvements-là. Parce que c'est vraiment important aussi que les femmes afro prennent leur place et soient visibilisées dans les mouvements d'émancipation et de libération noire. Et c'est d'ailleurs un problème qu'on a dans le milieu culturel, c'est que les personnes noires et aussi racisées en général sont hyper invisibilisées. C'est quelque chose que vous essayez de combattre aussi, du coup, avec le collectif? Oui, notamment, alors nous on est plus sur l'aspect aussi littéraire. On essaie de présenter, voilà, via nos book clubs, via des rencontres littéraires, des idées, faire avancer la pensée féministe noire. Pour apporter aussi notre pierre à cet édifice. On est vraiment ancré dans la pensée féministe noire, on s'inscrit là-dedans. Et en fait, c'est pas grave si la pensée féministe noire n'est pas visibilisée dans les milieux mainstream. Parce que de toutes les manières, le féminisme noir, c'est vraiment un féminisme qui est pour les femmes noires et il n'y a pas vocation à devenir un féminisme hégémonique qui touche tout le monde. C'est vraiment un féminisme qui a ses particularités et donc qui est fait pour les femmes noires. Quelle force t'as trouvé, par exemple, en liant ton art à tes luttes? Alors, oui, en fait... Spontanément, j'ai été amenée à faire des portraits de personnes que je connais, notamment par exemple de l'essayiste Fania Noël, qui est une militante et écrivaine afroféministe. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller voir son travail. Il y a beaucoup de vidéos de Fania Noël sur Internet. Elle a également publié 2 livres qui sont très importants dans la pensée afroféministe. Et notamment son dernier livre, Et maintenant le pouvoir... j'ai oublié le titre exact. Et maintenant le pouvoir... Ah mince. On peut chercher si tu veux. Voilà. Et maintenant le pouvoir, un horizon afroféministe. Un horizon politique afroféministe. Donc j'ai eu l'occasion de faire un portrait de Fania Noël. En général, je l'ai dit tout à l'heure, mais la littérature influence beaucoup en fait ma peinture. Quand quelqu'un me touche par son travail, par sa présence, dans les idées, dans la circulation des idées, que ce soit des idées afroféministes ou des idées panafricanistes, j'ai envie de le représenter en tableau. J'ai envie de peindre aussi les personnes que je rencontre dans les milieux militants. J'ai envie de représenter la beauté noire, la beauté des visages noirs. J'ai envie de représenter aussi l'enfance afro, parce que je suis aussi très engagée sur les questions de l'enfance afro, notamment avec l'association Jumoke, dont j'ai été la présidente. Voilà, c'est bien sûr que les combats dans lesquels je me suis investie nourrissent mon travail de peintre. C'est totalement relié. Et pour moi, la peinture, c'est aussi un puissant vecteur d'émancipation. Ça permet de libérer les imaginaires, et je pense que les imaginaires ont un très grand rôle à jouer en fait dans la façon dont on va penser le futur, dont on va imaginer les sociétés de demain, dont on va s'émanciper de la négrophobie, la façon dont on va s'unir aussi, dont on va penser l'unité.
Tout ça, il faut pouvoir le visualiser, il faut pouvoir se le représenter. Et les artistes ont un grand rôle à jouer, en fait, dans la création de cet imaginaire dans ce futur. Ça me parle beaucoup. Il y a plein de gens qui disent aussi, par exemple, dans la science-fiction, on a beaucoup de dystopies. Dans l'écriture de la science-fiction, c'est souvent des mondes qui sont en chaos et qui vont mal. Et du coup, l'importance aussi de réécrire, et comme tu disais, que les artistes écrivent aussi des histoires positives, montrent d'autres personnes et les mettent en avant. Ça peut changer complètement notre vision du futur et du coup nous faire aller aussi vers ça, imaginer des futurs positifs avec des sociétés qui vont bien, même niveau écologie, niveau féminisme. Et bah, c'est important pour se projeter et essayer de lutter dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Surtout que, en fait, la particularité aussi des diasporas afro, c'est que on est aussi passé par un effondrement de nos mondes, des mondes afro-diasporiques. C'est-à-dire que avec la déportation des Africains dans les périodes esclavagistes, avec la colonisation de nos pays, on est passé par cet effondrement de nos sociétés et pourtant on a survécu. Pourtant, les Noirs sont toujours là. Les Noirs, il y aura des Noirs dans le futur. Et ça, c'est un chemin à la fois de résilience extraordinaire, parce que quand on étudie vraiment l'histoire de l'esclavage dans les Antilles, aux États-Unis, partout où l'esclavage des personnes africaines a eu lieu, cette histoire qui est à la base du capitalisme, de l'exploitation des corps et qui a créé énormément de richesses et qui a créé ce déséquilibre aujourd'hui dans le monde, de la suprématie blanche sur le reste du monde. Toute cette histoire, en fait, elle a été faite sur notre effondrement en tant que personne afro-descendante. Et en fait, il faut s'inspirer aussi de cette résilience-là et de notre capacité à recréer nos mondes, à nous réinventer, à aller au-delà de cette négrophobie qui nous impacte toujours. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui font face qui font toujours face aux migrations. À Lyon, par exemple, il y a énormément de jeunes migrants mineurs à la rue, de la multiplication de squats, de conditions indignes, de répression policière par rapport à ça. Donc cette négrophobie-là, elle est toujours aux manettes en fait de notre société. Et en fait, il faut pouvoir s'inspirer de la façon dont les diasporas afro ont réussi à survivre, ont même réussi à faire circuler des idées à travers le monde. Et c'est cette circulation des idées qui fait notre force. C'est en se mettant en relation les uns des autres, en étant interconnectés, en prenant conscience que le fait qu'on ait été dispersés à travers le monde, ça nous a finalement donné une force quand on en a conscience. Parce que toutes les diasporas afro mises ensemble, eh ben, ça fait une force extraordinaire, ça fait un réseau pour faire circuler nos idées, et ça permet en fait d'apporter un soutien aux populations qui luttent encore aujourd'hui pour une souveraineté économique, alimentaire, culturelle sur le continent africain. Et ça, c'est vraiment très inspirant. C'est vraiment très inspirant. Moi, je suis très fan d'Octavia Butler, qui est une écrivaine afro-américaine qui avait beaucoup écrit sur la question de l'effondrement, sur la question aussi de l'esclavage, elle a écrit des dystopies, et en fait qui analyse aussi avec le prisme de la race nos sociétés contemporaines.
Et c'est une littérature qui est extrêmement intéressante. Donc la littérature afrofuturiste, elle est vraiment intéressante, très importante aussi pour moi aussi, pour nourrir mon imaginaire. Et effectivement, on veut autre chose que des dystopies. On veut pouvoir imaginer quand même un monde où on arrive à survivre, où on arrive à se connecter ensemble, où on arrive à se fabriquer un futur qui ne soit pas régi par un monde totalement fataliste, régi par des algorithmes et des robots, où on n'aura aucune issue, aucun horizon heureux, quoi. J'imagine que c'est d'autant plus fort. Enfin, moi, déjà, je projette beaucoup ça aussi. Enfin, j'aimerais que pour les futures générations, ce soit le cas. Mais j'imagine que quand on a des enfants, c'est d'autant plus fort aussi d'espérer cet avenir-là pour eux. Oui, c'est vrai que c'est très angoissant. On a l'impression d'être dans un espèce de tube accélérateur depuis la période du Covid, où il y a tout qui s'enchaîne. On est dans un monde aussi où la paix se fait de plus en plus rare, où vraiment, voilà, énormément de bruit de bottes sonne à nos portes, où on entend vraiment on est bombardé en fait de mauvaises nouvelles qui peuvent faire nous faire ressentir un sentiment d'impuissance. Et c'est très facile en fait de céder à ce sentiment d'impuissance parce que effectivement l'espoir se fait de plus en plus rare, et je pense que les imaginaires ont un grand rôle à jouer en fait dans la préservation de cet espoir, parce que il faut nourrir en fait des idées qui nous font envisager un futur, qui nous donnent de la beauté, qui nous font aller vers des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus résilientes. Et vraiment, on en a extrêmement besoin en fait par les temps qui courent. Oui, j'ai l'impression que l'espoir, mais aussi la légitimité, le sentiment de savoir qu'on n'est pas impuissant, c'est des choses qui sont hyper importantes pour les luttes. Et j'ai l'impression que aussi, c'est ce dont je parlais au début du podcast, on a souvent, on se sent pas légitime quand on n'est pas représenté. Par exemple, toi, pour être peintre, tu te sentais pas légitime. Et même dans la lutte, des fois, on se sent pas légitime de parler, on pense notre parole n'aura aucun poids aussi, parce que de toute façon, bah, c'est déjà trop tard, le monde, c'est déjà trop important ce qui se passe et on n'y arrivera pas. C'est peut-être aussi euh, un espoir aussi de se dire que, par exemple, toi, ces représentations-là, tu les avais pas quand tu étais petite, et j'imagine que pour tes filles, bah là, dont tu parlais tout à l'heure, c'était l'asso qui a c'est des livres pour enfants qu'ils font aussi, du coup. D'Iveka, oui, oui. Ouais. Et du coup, ça, c'est important aussi de montrer déjà à nos jeunes, bah regarde, t'existes, t'es important, et t'as une parole qui mérite d'être entendue aussi. Oui, oui. Et je trouve que les nouvelles générations sont quand même... Enfin, par rapport à nous, dans les années 80-90, il y a eu quand même beaucoup de progrès au niveau des représentations dans les dessins animés, dans les arts visuels, etc., dans la littérature jeunesse. On sait que avant il y avait beaucoup plus, par exemple, on avait plus de chances de tomber sur des personnages animaux dans la littérature jeunesse que des personnages, des petits enfants afrodescendants. Donc, je pense que il y a beaucoup d'artistes qui en ont pris conscience et qui font ce travail-là aujourd'hui de représentativité dans la littérature jeunesse, et ce qui est très important, comme là je pense par exemple à Reine de Bussy, qui est une illustratrice de BD avec sa BD Mulatako, qui a aussi une maison d'édition qui vient de sortir d'ailleurs une BD en collaboration avec l'autrice Laurent Safou. Voilà, il y a beaucoup
il y a beaucoup d'artistes en fait aujourd'hui qui travaillent sur ces questions-là de représentativité. Et je pense que c'est très lié aussi aux réseaux sociaux, à la circulation des idées afroféministes qui ont beaucoup boosté aussi cette envie d'avoir plus de représentativité dans tous les arts, hein, au cinéma également, dans les arts visuels, etc. Donc on est sur une bonne voie en fait. On est sur une bonne voie pour les générations futures en ce qui concerne la représentativité. Après, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation populaire pour la question de la conscientisation, d'avoir une conscience politique aussi. Je trouve que c'est vraiment important de nos jours d'avoir une conscience politique, surtout dans l'état actuel des choses en France. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement, pour les jeunes générations. Mais voilà, il faut s'organiser, en fait. Il faut s'organiser, il faut faire des associations, c'est en s'organisant que les choses avancent, que les idées circulent et que... moi, je fonctionne beaucoup sur les systèmes des quilombos, avec nos organisations, notamment avec Soche, de recréer des quilombos, c'est-à-dire inspirés voilà, de ces communautés d'anciens esclaves qui ont pratiqué le marronnage pour s'échapper des plantations et de fonder des communautés de réfugiés. Le marronnage, pardon. Alors le marronnage, c'est inspiré des marrons, c'est ces esclaves qui se sont échappés de la plantation et qui ont vécu en fugitifs et qui ont aussi qui se sont réfugiés dans la nature pour pouvoir échapper aux esclavagistes. Et donc en fait cette culture du marronnage, des quilombos, en fait, c'est le fait de créer des communautés en huis clos dans lesquelles on a la possibilité en fait, de se réaliser, on a la possibilité de mettre en place des projets. Et c'est ce qu'on fait notamment avec Soche, c'est-à-dire qu'on essaye d'être dans une dynamique autosuffisante, une dynamique autonome, pour pouvoir en fait... faire avancer nos idées, être plus dans la création plutôt que dans la réaction. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous permet d'être dans une démarche vraiment beaucoup plus créative et de pouvoir envisager le futur. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à innover. C'est comme ça qu'on arrive à innover en essayant de se préserver aussi. Je pense que c'est très important et dans les arts aussi c'est très important d'arriver à entretenir ce côté autonome et qu'on ait de plus en plus de cellules, d'organisations, de communautés plutôt autonomes et pour développer nos pensées et nos imaginaires. Ouais, c'est un outil d'émancipation énorme parce que si on crée chacun nos propres événements, nos propres, comment dire, nos propres réseaux, nos propres événements, nos propres actions, bah, ça fait aussi même une économie circulaire parce qu'on peut commencer aussi à payer des gens, à nous-mêmes se former à plein de choses et comme tu as dit, on se rend moins dépendant d'institutions qui certaines fois ne marchent plus ou ne veulent pas de nos profils ou non plus. Enfin, en ce moment, le milieu de la culture, c'est aussi très compliqué niveau argent financier. Oui. Et c'est important qu'on réfléchisse aussi à des façons de s'émanciper aussi financièrement parce que là, la situation des artistes en France aujourd'hui, c'est la catastrophe. On n'a plus d'argent nulle part, quelle que soit la branche artistique dans laquelle on est. Oui, et c'est pour ça que en fait, il faut des initiatives en fait qui travaillent sur les diasporas afro d'un point de vue créatif. Moi, je vois ce qui m'inspire aussi, c'est notamment certaines initiatives comme Black Square, portée par Marina Wilson ou alors
alias DJ Chita, qui est très présente en fait depuis assez longtemps sur les internets et qui a lancé l'initiative Black Square qui met en avant les créatifs afro. Elle avait notamment fait chaque année, elle faisait des classements des 100 créatifs afro à suivre, notamment dans la musique et dans les arts visuels. C'était très intéressant. Il y a des initiatives comme ça qui existent en fait et qui sont autonomes et qui cultivent cette autonomie-là et qui, moi, en tant qu'artiste, me permettent de voir ce qui se passe. Surtout en n'étant pas basée à Paris, je trouve que on est quand même vraiment à la périphérie, à Lyon, dans les arts visuels. Beaucoup de choses se passent à Paris. Et surtout dans les communautés afro, où il y a un vrai lifestyle afro à Paris, à Lyon, c'est pas quelque chose qui existe en fait. C'est pour ça que moi, en tant qu'artiste, je suis quand même obligée souvent de faire l'aller-retour à Paris, parce que les galeries, les expositions, tout ce lifestyle-là, c'est là-bas que ça se passe en fait, au niveau de la France. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même en ce moment un peu une tentative aussi de ramener des choses à Lyon. Par exemple, je sais qu'en cinéma, tous mes potes qui sortent d'école partent à Paris parce qu'il n'y a pas de travail à Lyon. Enfin, il y en a très peu. Mais il y a aussi une volonté en ce moment, j'ai l'impression, de redynamiser un peu le secteur culturel lyonnais. Et j'espère que ça va marcher parce que c'est chouette aussi d'avoir des événements pas centralisés autour d'une grosse ville tout le temps, mais de remettre les milieux culturels à fond aussi dans des villes plus petites. Après, Lyon, c'est pas non plus une ville... Enfin, là, je parle par rapport aux communautés afro, c'est pas une ville afro. Hein. Donc, moi, j'ai vu plein d'initiatives émerger pour les communautés afro à Lyon, mais ça dure pas forcément longtemps. C'est très compliqué de faire vivre sur le long terme des initiatives culturelles afro. C'est quand même... on est très isolé en fait à Lyon. On est très isolé. Et oui, j'ai l'impression... Enfin, moi, je viens de Saint-Denis, dans le 93. Et du coup, j'ai grandi dans une ville très multiculturelle. Et quand je suis arrivée à Lyon, ça m'a marqué aussi de voir à quel point les milieux culturels, mais aussi le centre de Lyon, c'est quand même très peu... Enfin, c'est très blanc, quoi. C'est très peu mélangé. Oui, et puis c'est pas non plus... il faut dire quand même que politiquement, Lyon, c'est un peu le bastion de l'extrême droite en France et en Europe. Hein. Il y a quand même certains quartiers comme le Vieux Lyon, par exemple, qui sont très connus pour être des bastions d'extrême droite. Et en fait, ça n'encourage pas non plus à créer des microcosmes afro à Lyon. Pour des questions de sécurité, tout simplement. En tout cas, les questions de sécurité, nous, on y réfléchit beaucoup dans les collectifs Soche. Et moi, en tant qu'artiste, je préfère aussi faire le pas d'aller à Paris parce que, par exemple, il y avait un marché de créateurs afro qui existait à Lyon, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des tentatives, mais c'est très dur de mobiliser la communauté afro à Lyon parce qu'elle est peu présente, elle est peu mobilisée, puis les gens sont souvent de passage en fait. À Lyon, c'est pas une ville où les gens y restent, c'est une ville de passage en fait. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. J'aimerais bien revenir à ton art et ton métier. Déjà, petite question avant de passer à l'aspect plus aussi entrepreneurial de ton métier. Ouais. C'était sur tes moyens tes médiums, tes médiums, on dit ça. Tu utilises plein de techniques différentes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et comment tu choisis quelle technique utiliser par rapport à tes tableaux? Alors moi, je suis plus une peintre qu'une illustratrice. Moi, ce que j'aime vraiment le plus faire, c'est la peinture à l'huile. Alors pourquoi? Parce que j'aime pas trop l'acrylique en fait. Tout simplement, j'aime pas.
J'aime pas la texture, l'odeur, l'acrylique, la façon de travailler l'acrylique est totalement différente de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est une peinture historique sur le long terme. On prend son temps, on fonctionne par couches. Ouais, comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas? Et ben en fait, c'est la peinture à l'huile. On utilise des différents médiums selon le médium qu'on utilise, ce soit de l'huile de lin ou des mélanges de médiums. Le temps de séchage est très très long avec la peinture à l'huile en fait. Donc, ce qui fait qu'on peut vraiment travailler la matière pendant longtemps. On peut faire des dégradés incroyables. On peut aussi travailler par couches successives. Alors que la peinture acrylique, c'est une peinture en fait, c'est du plastique liquide, l'acrylique, et ça sèche extrêmement vite. Tu peux travailler par couche, mais tu peux pas travailler la matière pendant longtemps, à moins d'y ajouter des médiums qui ralentissent le séchage. Mais bon, l'acrylique, c'est pas fait pour ça, c'est vraiment fait pour travailler rapidement. Donc chaque peinture a ses avantages et ses inconvénients. Moi, personnellement, je préfère la peinture à l'huile, même si ça pose beaucoup d'inconvénients. Si on veut vendre rapidement ses tableaux, c'est pas possible parce que de façon générale, la peinture à l'huile met au minimum 6 mois pour sécher. Avant de pouvoir vernir, faut attendre au moins 1 an, selon le vernis qu'on utilise. Hein. Il y a certains vernis qui peuvent s'appliquer rapidement, mais les vernis classiques pour peinture à l'huile, faut attendre au moins 6 à 12 mois pour l'appliquer sur le tableau avant de pouvoir le vendre. Okay. Donc c'est vraiment une peinture où il faut prendre son temps, et moi c'est ça que j'aime bien. Et c'est une peinture, on peut arriver quand même à un niveau de réalisme aussi assez poussé. Et c'est une peinture aussi durable, c'est-à-dire que quand on va dans les musées, tous les tableaux des grands maîtres de la Renaissance qui ont des siècles, c'est des tableaux qui sont toujours là, qui sont toujours aussi magnifiques, parce que c'est de la peinture à l'huile, et donc ça résiste dans le temps. Et tu utilises aussi du pastel Voilà, j'utilise du pastel à l'huile, je fais aussi de l'encre de Chine. J'allais te demander, je me demandais si c'était de l'aquarelle ou de l'encre de Chine sur ton affiche là. Ah, c'est de l'encre de Chine, ouais. En fait, je teste différentes petites choses selon les projets sur lesquels je travaille. Des fois, je travaille sur des illustrations et des fois sur des peintures. Ça dépend. En plus, maintenant, tu m'as dit que tu étais dans un atelier à Croix-Rousse, c'est ça ? Oui, c'est un atelier qui s'appelle La Serre, et je suis en colocation avec 2 autres artistes, une costumière et une illustratrice. Donc, ça fait 2 mois seulement que j'ai trouvé un nouvel atelier, et ça se passe plutôt bien. Je suis très contente. C'est très important en fait d'avoir son espace de travail pour être beaucoup plus concentré, pour aussi faire une différenciation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que souvent, la vie professionnelle a tendance à déborder. En tant qu'artiste, on est un peu bordélique des fois, donc c'est très facile de déborder sur l'espace intime, en fait. Et je t'ai rencontrée sur un marché de créateurs, il n'y a pas longtemps en plus. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ? Alors, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait à peu près 5 jusqu'à maintenant. Des marchés de créateurs, et certains à Paris, la plupart du temps à Paris, et d'autres à Lyon. Donc oui, ça fait partie, en fait c'est vraiment un aspect différent du métier de peintre, parce que c'est pas évident de vendre des tableaux. On vend pas des tableaux tous les 4 matins. C'est-à-dire que les tableaux, ça a un certain coût, c'est un investissement pour les acquéreurs. Moi, mes tableaux, je les vends entre 600 € et 3000 €. Donc, voilà, c'est pas, j'en vends pas tous les jours des tableaux. En revanche, ce qui me permet de vivre de mes créations, c'est de pouvoir avoir différents canaux de vente. J'ai une boutique en ligne où je vends des reproductions d'art. Et je fais imprimer aussi des petites reproductions d'art que je vends du coup sur les marchés de créateurs.
Et je vends également des petites illustrations originales, petits formats, avec des médiums comme du pastel à l'huile, encre de Chine, crayon de couleur, etc. Où là, du coup, les prix sont beaucoup plus abordables et ce qui me permet aussi de vendre des petites choses. Et c'est toujours intéressant les marchés de créateurs parce que tu rencontres plein de types de publics différents. C'est pas la même démarche que d'exposer des grands tableaux dans une galerie. C'est totalement différent. Là, tu es vraiment là pour faire... pour rendre aussi beaucoup plus accessible, en fait, l'art. Donc... voilà, c'est intéressant aussi. Ça doit être différent aussi, j'imagine que pour les expos, les gens viennent souvent pour toi, enfin, te connaissent, alors que sur les marchés, pas du tout. Enfin, on arrive et on découvre les artistes aussi qui sont sur place. Bah, ça dépend. Si j'arrive à bien communiquer en amont, j'ai quand même des personnes de ma communauté qui viennent au marché pour me voir, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir... Enfin, même moi, en tant qu'artiste, c'est vraiment intéressant quand je rencontre d'autres artistes sur les marchés. Ça fait pas mal de connexions, quoi. Quand on est peintre, quels sont les différents types de rémunération qu'on peut avoir? Et est-ce que c'est important d'en avoir plusieurs des canaux de rémunération, justement? Alors, dans un monde idéal, moi, personnellement, si je pouvais ne vivre que de la vente de tableaux originaux, je le ferais. Mais on n'est pas dans un monde idéal, donc c'est pas possible. Il faut que je diversifie, en fait, mes revenus. Et donc, ce qui est évident, c'est de faire des reproductions de mes tableaux et de les vendre en édition limitée, par exemple. De les éditer aussi en carte postale, par exemple, des choses comme ça. Donc, les reproductions et les prints, c'est ce qui permet d'avoir des revenus en plus. Et je pense que... Bon, je pourrais pas vraiment dire si c'est ce qui me rapporte le plus d'argent, mais je pense que oui. À peu de choses près, je pense que c'est ce qui me rapporte le plus d'argent, mes reproductions d'art, plus en tout cas que la vente de tableaux originaux. On peut faire soit des marchés de créateurs en physique, soit avoir une boutique en ligne. Et l'idéal, c'est d'avoir les deux, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je fais les deux. Je suis vraiment actuellement sur ces sources de revenus-là. La vente de reproduction et la vente de tableaux originaux. Après, ça m'arrive aussi d'avoir des revenus accessoires comme faire des ateliers, des workshops. Des fois, il y a des associations, par exemple, qui me contactent pour organiser des ateliers de peinture, des choses comme ça. Mais ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais ça peut être une source de revenus, en tout cas, moi, que j'ai pu expérimenter. Et comme source de revenus aussi, il y a les droits d'exploitation et de reproduction. On peut vendre aussi des droits. Donc, c'est-à-dire que là, on ne vend pas du matériel, on ne vend pas une reproduction d'art, on ne vend pas un tableau original, quelque chose de matériel, mais on vend des droits à une personne qui l'autorise à exploiter une illustration. Ok. Donc elle l'a pas acquérie. La personne n'achète pas l'œuvre originale, mais elle achète le droit d'exploiter cette œuvre pour la reproduire sur différents supports, etc. Donc là, tu peux vendre des droits de reproduction. Par exemple, imaginons à une marque de t-shirts qui veut prendre un de tes visuels pour les mettre dessus. Voilà, exactement. Okay. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu aurais eu des conseils, par exemple, pour quelqu'un qui fait son premier marché de créateurs parce que c'est pas quelque chose d'évident. Moi, j'ai fait mon premier quand on s'est rencontrés et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Comment tu fais pour avoir un stand un peu, entre guillemets, attrayant et qui puisse plaire à plus large catégorie de gens possible? Alors déjà, pour débuter, je dirais, il faut privilégier les marchés en intérieur. Ouais. Si vous débutez avec un marché en extérieur, alors là, il faut vous accrocher. Et au sens propre du terme, c'est-à-dire il faut vraiment prévoir tout pour ne pas que ton matériel s'envole. Parce que moi, j'ai déjà fait des marchés en extérieur où il y a du vent, de la pluie, la gadoue,
tous ces désagréments, il faut le prévoir, il faut avoir un barnum, Ça, c'est toi une qui le espèce de fournis? tente. Oui, Ah ouais. on te fournit pas. Des fois, il y a certains marchés où tu dois emmener, voilà, on te fournit pas la table, il faut emmener ta propre table pliante. Donc, si vous débutez, privilégiez les marchés en intérieur, parce qu'en général, en intérieur, on vous fournit la table, et si c'est pas fourni, c'est précisé. Donc il y a moins de matériel à emmener, vous serez plus léger et du coup vous pourrez plus investir dans le matériel pour présenter votre de présentation de vos illustrations. Moi, le tout premier marché que j'avais fait, j'avais investi dans des petits chevalets de table pour accrocher, enfin pour faire tenir mes cadres. J'avais investi aussi dans des cadres pour encadrer mes illustrations, pour les mettre en valeur et donner envie. Voilà. Et surtout, le plus important, le terminal de carte bancaire. Ouais, c'est pas un gros investissement, ça coûte 40 balles. Ah ouais? On trouve ça dans toutes les FNAC, Darty, etc. Et vraiment, c'est un bon investissement parce que la majorité des gens vont vous payer par carte bleue et que du coup, si vous n'avez pas de terminal de carte bancaire, vous allez louper beaucoup de ventes. Je savais pas que tu pouvais acheter à la Fnac. C'est un bon conseil, ça. Ouais, ouais, ça se trouve Ouais. vraiment partout maintenant. Mhm. Et c'est juste une appli sur ton téléphone, c'est ça? Ok. Exactement, c'est relié à une appli sur le téléphone et puis et après tu paramètres l'application pour le relier à ton compte bancaire professionnel et puis Mm. voilà, c'est parti. Hein. Et puis toi, tu as plein de tirages. Déjà, tu mets tout en vertical. Tu as une sorte de structure métallique Oui. pour mettre en avant tes œuvres. Et puis, tu as autant des œuvres plus chères en plus grand format que des tout petits trucs à acheter. Voilà. Alors les petites grilles que j'ai, ça j'avais investi plus récemment. Je l'avais pas au tout début quand j'ai commencé à faire des marchés, mais effectivement en fait c'est des espèces d'étagères composées de grilles carrées qui s'emboîtent comme des Lego et que on peut acheter. Moi je les ai achetées sur Amazon. Ça coûte vraiment pas cher et ce qui est bien c'est que ça rentre dans une valise en fait une fois que tu démontes ça rentre dans ta valise et ça permet de monter des stands à la verticale et ce qui est assez pratique pour accrocher les cadres dessus ouais ça c'est un investissement que j'ai fait par la suite mais qui vaut le coup aussi pour travailler la présentation l'attractivité du stand. C'est vrai que c'est vraiment important d'avoir un stand joli, attractif, prévoir une jolie nappe aussi, en accord avec l'univers graphique et visuel de ce que tu fais. Voilà, il faut donner envie en fait aux personnes de venir sur le stand et puis que le stand soit remarquable aussi parce que Ouais, il y a tout un effort de mise en scène à faire. ouais. Bah moi, le premier, du coup, j'avais aucun matériel et j'avais juste mes tirages à plat sur la table. Et c'est vrai que quand t'arrives, tu vois pas quoi. Tu es obligé de. Ouais. Et alors que en plus, j'ai des photos très colorées, donc il suffirait que j'en mette des grands formats en vertical et ça attirerait directement plus vite la vue. Même investir dans des cadres de présentation, Ouais. ça permet vraiment aux gens de se projeter, de se dire ah ça je pourrais le mettre dans mon salon, etc. Le fait de mettre en scène les visuels dans des cadres aussi, ça joue beaucoup en tout cas. Carrément. Tu voulais me parler du cercle de l'art tout à l'heure? Cercle de l'art, ça s'appelle? Oui. Alors oui, donc tu m'as posé la question tout à l'heure de comment générer des revenus en tant qu'artiste. Et en fait, ce qui est le plus difficile en tant qu'artiste, c'est de faire face aussi à la précarité, au fait qu'on a des revenus qui peuvent ne pas être constants. Et donc moi, l'année dernière, j'avais fait partie de la saison 2 du Cercle de l'Art, qui est une initiative lancée par Margot Derry, qui est une artiste. Et au moment du confinement, qui a lancé une communauté de plus de 100 artistes femmes, donc dans tous les domaines, hein, peintres, photos, sculptrices, textiles, etc.
Et l'idée, c'était de faire face à l'arrêt total de revenus qu'a engendré le Covid. C'est-à-dire que pendant la période du confinement, plus d'expos, plus de ventes, etc. Et là, tu fais comment, quoi. Là, l'idée, c'était de pouvoir se créer soi-même un salaire pour toute l'année à venir en organisant une vente ponctuelle qui dure pendant tout le mois d'avril. Pendant ce mois-là, tu présentes un portfolio avec 15 œuvres disponibles. Et ces 15 œuvres sont disponibles à l'acquisition avec 12 mensualités pour l'acquéreur. Et l'acquéreur, en fait, bénéficie de l'œuvre qu'il a achetée dès la première mensualité versée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet, en fait, d'avoir une stabilité financière. À la fin du mois d'avril, tu as vendu tant d'œuvres et donc tu sais que tu vas générer chaque mois tant de revenus et tu sais que tu vas faire face à tes charges. Tu vas pouvoir payer ton loyer, payer tes charges, payer l'URSSAF avec ce revenu-là qui est stable et tu vas être tranquille. Du coup, tu vas avoir l'esprit tranquille et serein pour toute l'année à venir. Et moi, cette initiative, le Cercle de l'Art, ça m'avait énormément aidée. Déjà pour prendre confiance en moi, de me dire, ah ouais, pendant un mois, je suis capable de vendre des œuvres. J'avais jamais vendu autant d'œuvres originales de peinture, parce que là, c'est vraiment des peintures originales de 600 à 3000 euros. Oui, puis c'est quand même un prix du coup qui... Enfin, des fois, c'est dur de mettre des bons prix sur son travail. Voilà, exactement. En fait, c'est autant un service pour l'acquéreur, parce que souvent, les personnes qui ont envie d'acheter tes œuvres ne se sentent pas les épaules pour payer cash un tableau. Et là, tu leur permets en fait d'étaler le paiement sur 12 mensualités. Ils se disent 50 balles par mois, en fait je peux le faire, ça fait un resto en moins, c'est quelque chose qui est possible. Donc ça rend beaucoup plus accessible l'acquisition d'une œuvre et en même temps toi en tant qu'artiste ça te sérénise sur toute l'année à venir et de te dire je sais que j'ai au moins ce revenu stable qui va arriver tous les mois. Ouais, parce qu'on a des... Pardon. Ouais, même si j'ai des imprévus, etc. Oui, parce nos travaux, c'est souvent très saisonnier. Il y a des fois où, moi, par exemple, j'ai des fois où j'ai plein de clients d'un coup et d'autres fois où j'ai des mois où c'est le désert et tout le monde se réveille en même temps et tout. Donc, c'est important aussi de réussir à avoir, comme tu as dit, une stabilité à l'année pour pouvoir venir parce que j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Ok, là, on a un salaire, mais dans 2 mois, on ne sait pas si on en a un et... Quand tu as un loyer à payer, en plus tu as des enfants, tout ça c'est du stress aussi. Voilà, exactement. Ouais, on a des grosses périodes de travail comme Noël, c'est un peu la période où il y a plus de ventes, l'été, la période de la Saint-Valentin, des choses comme ça ou le mois de l'histoire des Noirs pour moi dans ma niche. C'est quoi le mois de l'histoire des Noirs, c'est le mois de février. Tout le mois de février, c'est le Black History Month où il y a énormément d'initiatives dans la communauté noire pour valoriser l'histoire de la communauté noire. Et c'est un mois qui est important en fait au niveau culturel. Enfin, il y a des périodes comme ça qui sont plus denses, mais c'est très compliqué en fait quand tu es pas à l'aise au niveau de ta comptabilité, quand tu es pas encore bien installé dans ton activité aussi pour avoir des prévisions qui sont bonnes, quand tu découvres en fait encore tous les rouages de l'activité d'artiste-auteur, c'est vraiment pas évident de se projeter sur toute l'année à venir. Donc le Cercle de l'Art, c'est vraiment déjà en plus une communauté composée de femmes. Ça booste quand même pas mal. Ça permet de s'entraider sur énormément d'aspects qui concernent la création, comment tu fixes tes prix, comment tu crées un portfolio. Moi, ça m'a beaucoup appris en tout cas. Et puis, ça te donne aussi des techniques de vente, ça te permet de prendre confiance en toi. À la fin, tu réalises que tu es vraiment capable en fait, de vendre des tableaux et que c'est normal, quoi. Et c'est réservé à la peinture ?
Non, c'est vraiment réservé à tous les domaines artistiques, peinture, photographie, sculpture, textile, voilà, c'est réservé à tous les domaines. Et là, actuellement, la nouvelle saison, il y a 102 artistes qui font partie de la nouvelle saison. Et moi, j'en fais pas partie de la nouvelle saison. J'ai pas réitéré mon inscription parce que les conditions ont changé, les conditions d'inscription au Cercle de l'Art ont changé et ça me convenait pas parce que les frais d'inscription étaient beaucoup trop élevés pour moi. J'espère pouvoir le réintégrer l'année prochaine. Ça dépendra de comment va se passer mon année. Mais en tout cas, pour me lancer, moi, ça m'a beaucoup aidé. Trop bien. On a bientôt fini. J'avais encore 2-3 questions. Sur ton Instagram, tu parlais, j'ai regardé un peu dans tes descriptions, à un moment, tu parlais du fait d'être entrepreneur et artiste et d'avoir la pression aussi de la visibilité, de devoir vendre souvent. Et tu m'as aussi parlé pendant le podcast d'algorithme, tout ça. Où est-ce que tu en es par rapport à cette réflexion-là aujourd'hui? Eh ben, c'est toujours la même. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un loyer à payer à la fin du mois et il faut toujours que je sois quand même productive, proactive. Là, je suis par exemple dans une période où je démarche beaucoup pour les inscriptions pour les marchés de créateurs pour cet été. Parce qu'il faut toujours en plus se prévoir des mois à l'avance en fait son calendrier pour l'année. Parce que souvent les inscriptions se font des mois à l'avance, voire des fois pour certains 1 an à l'avance. Donc tout ça, il faut vraiment consacrer beaucoup de temps en fait à la prospection et au démarchage. C'est une réalité en fait du métier d'artiste. La réalité, c'est que on passe pas tout notre temps à créer. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. On passe beaucoup de temps à faire de l'administratif. On passe beaucoup de temps à gérer nos boutiques en ligne, à gérer l'aspect technique de tout ça. On passe beaucoup de temps à faire de la prospection. On passe beaucoup de temps à gérer la communication à notre communauté sur les réseaux sociaux. Ça fait c'est le plus gros du travail, quoi, parce que finalement on est moi en tout cas, pour l'instant, je suis encore très dépendante des réseaux sociaux pour faire connaître mon travail, pour gagner en visibilité, pour trouver des plans aussi, pour exposer, etc. Beaucoup de choses se passent via les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Donc voilà, c'est toujours un peu l'angoisse. Honnêtement, ça fait partie des réalités du métier d'artiste, je pense, d'avoir cette pression constante. Mais après, il y a quand même beaucoup de plaisir, de pouvoir prendre le temps aussi d'évoluer dans sa création, prendre le temps de lire pour nourrir son travail, d'aménager soi-même son emploi du temps. Et moi aussi, je suis une maman, donc personnellement, c'est un style de vie qui me convient parce que je peux me rendre aussi disponible pour mes filles, travailler depuis chez moi quand je veux travailler depuis chez moi. Voilà, c'est des avantages qui sont pas négligeables et qui, pour moi, sont essentiels en fait dans ma vie. Et voilà, c'est cette liberté-là qui est essentielle. Et je tiens tellement à cette liberté que la pression qu'il y a derrière, je préfère faire face à cette pression-là de devoir assurer, d'avoir des revenus constants, etc. Puis j'ai un côté aussi couteau suisse. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment passionnant. On apprend énormément de choses. Les différents aspects de ce métier-là, donc la gestion des réseaux sociaux, du site internet, etc. C'est des choses avec lesquelles je suis plutôt à l'aise, donc moi ça me va. C'est des compétences que j'ai déjà, que j'ai acquis en autodidacte. Moi j'ai jamais fait de formation de toute ma vie par rapport à ça. J'ai vraiment tout appris sur Internet. Je trouve qu'Internet, c'est une source de connaissances inépuisable. Quand tu vas apprendre quelque chose, te perfectionner dans quelque chose, tu trouves toujours les informations sur Internet gratuitement. Et moi, voilà, c'est vraiment sur ça que j'ai basé ma vie. Donc voilà, je suis une enfant d'Internet.
Ce côté entrepreneurial, ça me porte aussi même dans le milieu militant. Hein. C'est ce qui permet aussi de faire des projets, de monter des projets. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça que j'aime trop aussi, je comprends de ouf le truc de... en fait, c'est aussi un aspect créatif. Je trouve le côté entrepreneurial ou militant, c'est que tu vas essayer de trouver des solutions, tu vas essayer de te débrouiller, même si là, t'as pas les moyens de le faire autrement, hein, et de te structurer aussi mieux. Enfin, moi, tous les côtés, l'art, le militantisme et l'entrepreneuriat, ça m'apporte ensemble. Et j'entends aussi beaucoup ce côté où... moi, c'est trop ça aussi que j'ai tout le temps. J'ai tout le côté, ah, j'adore, c'est trop bien ce que je fais. Genre, je suis trop libre de faire ce que je veux au quotidien. J'aime trop mon travail, je suis trop bien. Et en même temps, j'ai la pression, j'ai pas d'argent, c'est dur. Parce qu'en vrai, c'est dur, enfin, de pas réussir à se projeter, de devoir tout le temps combattre pour le mois d'après avoir des sous, de pouvoir avoir de la visibilité, répondre aux messages, faire ta compte, ta truc. Et j'ai l'impression qu'on vit tout le temps avec les deux tuyaux remplis de ces deux choses-là en même temps. Ouais, c'est pour ça que le cercle de l'art, moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Là, cette année, je vais faire 100. Ça va être un gros défi. Mais je vais essayer de le relever dans tous les cas. Après, il y a quand même pas mal de... Je trouve qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur la précarité du statut d'artiste-auteur. Il y a notamment un collectif, La Buse, qui fait tourner en ce moment un appel pour soutenir une proposition de projet de loi sur le statut des artistes-auteurs pour une continuité des revenus des artistes-auteurs. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être discutées, être changées pour que les revenus des artistes auteurs soient mis dans une caisse commune à l'assurance chômage pour pouvoir avoir un revenu en cas d'absence de revenus. Comme une sorte d'intermittence. Oui, voilà, comme une sorte d'intermittence. Donc la proposition de l'abus collectif, c'est à partir de environ 3 500 € bruts de revenus artistiques sur les 12 derniers mois. Si tu peux justifier de ces revenus-là, du coup, si tu n'as plus de revenus après, tu peux toucher 1 200 € net par mois, comme une assurance chômage en fait. Et c'est une proposition de loi qui est portée. Là, actuellement, il y a plus de 10 000 signatures qui tournent sur cette proposition. Et en fait, c'est vrai que c'est bien aussi de se tenir au courant de tout ce qui est les droits des artistes, le syndicalisme pour les artistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui essayent de se mobiliser par rapport à ça, sur la question sociale. Et parce que c'est vrai qu'on est à un statut très précaire. Ouais. Et en plus, un statut très opaque au niveau administratif. Enfin, honnêtement, quand tu découvres le statut et l'URSSAF du Limousin, c'est un parcours du combattant. Hein. Moi, ça a été un parcours du combattant pour passer du statut, parce que j'étais en auto-entreprise avant d'être en statut artiste-auteur. Et ça a été un vrai... J'ai mis 1 an pour régulariser ma situation, quoi. C'était... Et ce qui m'a aidée, c'est d'essayer de trouver des communautés d'artistes, et notamment sur Facebook, il y a des groupes d'entraide pour l'administratif. Donc vraiment, si vous cherchez à vous en sortir, rejoignez ces groupes parce que c'est vraiment salutaire voilà, de se mettre en commun. Comme tu disais, pour les syndicats, j'ai l'impression que quand on est en entreprise, c'est plus simple de les trouver parce qu'ils sont là, ils sont implantés souvent dans la boîte. Nous, on est solo et du coup, tu vois, même moi, je suis hyper militante. Je pourrais même pas te citer un seul syndicat. Et j'en cherche justement si je connais un syndicat pour les photographes, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, enfin, voir ce que ça donne. Mais si tu as des idées de où on peut trouver, par exemple pour la peinture, enfin, pas un syndicat de peintre, je sais pas si ça existe, mais d'artistes-auteurs ou quoi. Alors, il y a des organismes de protection des artistes qui essaient de protéger, qui essaient de t'informer sur les droits.
Alors, je connais pas le nom exact. Il y a déjà la Maison des artistes, qui est une association qui permet quand même d'être un petit peu au courant des droits. Il y a l'ADEAGP, qui est un organisme qui est plus axé aussi sur la protection des droits d'auteur. Donc, tu peux y avoir recours si tu t'inscris, tu peux bénéficier d'une protection de tes droits d'auteur en cas de conflit, etc. Tu peux vraiment avoir un soutien de leur part. Hello, c'est Louise du montage. Je corrige juste, on s'est trompé, c'est pas ADEAGP, mais ADAGP. Mais de toute façon, si ça vous intéresse, je vous mets ça dans les notes du podcast, comme ça vous pouvez le retrouver facilement. Merci, salut. Il y a différents organismes, alors après je ne les connais pas par cœur. Il y a l'Abus collectif dont je parlais tout à l'heure, là, qui milite pour une continuité des revenus d'artistes-auteurs. Après, il y a aussi des groupes plus informels d'entraide, notamment créés par Julien Moya, qui est un auteur qui a publié un livre sur le statut d'artiste-auteur qui permet de mieux connaître ce statut-là, de comprendre comment on fait la comptabilité d'artiste-auteur, etc. Donc Julien Moya, qui a aussi permis du coup la création de ces groupes d'entraide d'artistes-auteurs sur Facebook. Alors je ne me rappelle plus du nom exact, mais en tout cas, si vous tapez dans la barre de recherche Facebook artiste-auteur, SOS ou à l'aide, vous tomberez sur ce groupe. Aidez-moi s'il vous plaît. Mais dans tous les cas, ne restez pas seul. Vraiment, moi je suis vraiment dans une dynamique collective. C'est ce qui m'a permis de survivre, notamment avec le Cercle de l'Art, qui est une dynamique collective. Tout ce qui est collectif, en fait, il faut vraiment se mettre en collectif, et c'est ce qui fait que vous allez survivre. Ne restez pas seul. Ça donne trop de force, carrément. Et je voulais finir sur aussi te demander, du coup, quels sont tes projets à venir ou tes projets du moment? Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux nous parler? Alors là, pour les projets, pour ce mois-ci à venir, pour le mois d'avril, j'ai une exposition prévue le samedi 27 avril à la Commune. Donc c'est pour un événement qui s'appelle Tosepela, qui est une journée culturelle sur la culture, les cultures afro. Donc il y aura exposition, danse, musique, plein de choses sympas. Donc le programme il n'est pas encore ficelé, mais en tout cas je vais exposer. J'aurai également un stand. Trop bien. C'est dans 3 jours quand le podcast sortira. Donc, ah d'accord, super. Bon, venez tous à la Commune dans le 7e arrondissement de Lyon le samedi 27 avril. Il y aura une super ambiance. Et sinon, alors j'ai des marchés de créateurs prévus pour l'été, mais c'est encore lointain, donc vu que c'est encore en préparation, je vais pas encore communiquer là-dessus. Mais pour mes projets à venir, là je prépare ma prochaine série de peintures. Et donc régulièrement je sors des nouveaux prints sur ma boutique en ligne, où je suis en collaboration avec les ateliers Lama Factory, qui est un imprimeur encadreur à Paris, et qui du coup permet aux artistes d'avoir une boutique en ligne personnalisée pour la commande d'impression d'art en édition limitée. Trop bien. Et c'est eux qui s'en chargent du coup? Voilà, c'est eux qui se chargent de l'édition, de l'encadrement, de l'expédition des reproductions. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est créer. Donc, j'ai une boutique en ligne sur Lama, qui s'appelle /Rakoto, lama.co/Rakoto. Donc, voilà. Trop bien. Je mettrai tout en barre d'infos. Et même ce dont tu as parlé tout à l'heure, vous pouvez retrouver dans les notes tous les collectifs, tout ça. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou un mot pour la fin? En tout cas, merci pour l'invitation. Je trouve que j'adore les podcasts, et je trouve que les podcasts d'artistes, c'est vraiment super intéressant. Je pense que on a tout à y gagner de mettre en commun nos connaissances et nos petits tips pour survivre dans ce milieu en tant qu'artiste.
Et je pense qu'on a tous aussi un côté artiste. Il y a toujours un artiste qui sommeille en chacun de nous. Donc même pour les personnes qui ne sont pas des artistes et qui écoutent les podcasts, je pense que ça peut être dans tous les cas une source d'inspiration à tous les niveaux. Donc merci beaucoup et mettez-vous en collectif. Mettez-vous en collectif. Mais merci à toi surtout, vraiment, c'était trop intéressant et merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. J'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Et bah de rien, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider le podcast à se développer. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut, salut!